Donc l'abbaye de Mozat, près de Riom, dans notre même département. Petite difficulté quand on fait une visite touristique, pour nous qui connaissons, il n'y a pas de grande difficulté en tant qu'historien, historien de l'art, archéologue, etc. On a une lisibilité du bâtiment, si j'ose dire, sur l'archéologie du bâti qui est assez simple pour nous, on est à même de faire la distinction entre l'arcose, le calcaire olytique, nous c'est du calcaire de Chaptuzat, et la trachyandésite, la pierre de Volvic, utilisée, alors on va dire massivement à partir du XIIIe siècle, probablement avant, puisque là on est en train de faire certaines recherches par rapport à l'ancien cloître roman qui a disparu, qui a été détruit. Mais en tout cas, c'est très facile, puisque, pour simplifier, tout ce qui est en pierre volcanique, en pierre de Volvic, c'est 15e siècle. Alors là, le plan, il est formidable, mais quand on a l'élévation, ça n'est pas ça, ça n'est plus lisible, puisque on a un édifice qui est complètement dépareillé, puisque on a du carolingien, on a du roman, on a du gothique, etc. Et donc j'explique aux visiteurs, si vous voulez vous rendre compte à quoi ressemblait Mozat, l'abbatiale Saint-Pierre de Mozat, quand elle était encore sur pied, si j'ose dire, eh bien rendez-vous à Issoire. Ça tombe bien, on y est, puisque deux romans, malheureusement, à cause de tremblements de terre au XVe siècle, qui sont documentés, alors assez bien documentés pour 1477 et 1490, moins, et c'est sujet à débat, pour un tremblement de terre en 1451-1452 qui aurait touché la flèche, le clocher voisin de Saint-Amable de Riom. Donc on peut supposer que le tremblement de terre ne s'arrête pas aux frontières riomoises, mais qui va forcément engendrer des dommages à Mozat. Et donc, à cause de ces tremblements de terre, cette série de tremblements de terre du XVe siècle, de romans, il ne reste, j'allais dire que, mais c'est déjà formidable, le bas-côté nord. Alors vous le voyez sur ce plan du chanoine Traplet, qui a été redessiné depuis. La nef centrale avec les 47 chapiteaux qui, eux, sont restés en place sur leurs colonnes, qui ont été d'ailleurs entièrement numérisés en 3D par Dominique Alios. Je vous invite à aller voir son site qui est formidable pour cela. Les bases des bras du transept, mais on a perdu le bas-côté sud, le cloître roman. Les galeries ont été entièrement démontées. Et vous le voyez aussi, le chevet, le chœur liturgique, il reste la crypte qui a été redécouverte en 1849 par l'architecte Aymon Mallet. Et alors, on parle de destruction, mais en fait, c'est plutôt un démontage. On s'en est rendu compte, puisque au niveau de la croisée du transept, nous avons encore des stalles, donc en bois, qui ont été datées par dendrochronologie, et puis en plus qui portent le blason de l'abbé Philibert d'Archimbault, qui est de la fin du XIVe, début du XVe siècle. Donc si la coupole, le clocher octogonal s'était effondré directement sur les stalles, elles auraient été totalement détruites. Donc c'est l'hypothèse d'avoir sorti les stalles à ce moment-là et d'avoir démonté l'édifice, puisque nous avons retrouvé des chapiteaux romans, là je ne vous les montrerai pas, pour la plupart vous les connaissez. Sur les 8 du rond-point du chevet roman, on en a découvert 5, 2 par l'architecte Mallet dans la crypte en 1849, le fameux chapiteau de la Résurrection et le chapiteau des Pseudo-Atlantes, qui sont au fond de l'église aujourd'hui. Un chapiteau qui était dans la propriété privée de l'abbaye, peut-être redécouvert par les moines, mais qui a été vendu en 1937 au Victoria and Albert Museum de Londres et qui représente les 4 évangélistes. Un 4e chapiteau, c'est un autre pseudo-atlante qui a été découvert par le curé Luzuy en 1913 et qui se trouve dans le musée Lépidaire, et un 5e chapiteau découvert par le curé Jean Granet, le curé de Mozat, le 7 septembre 1983, et extrait par mon propre père et les membres du club historique mozacois, qui représente les 4 anges et les 4 vents, le chapiteau dit de l'Apocalypse, qu'on a laissé au-dessus des marches du chœur. Donc il en reste encore 3 à découvrir. Depuis 1980, notre association a découvert 32 chapiteaux romans qui sont exposés dans les collections lapidaires. Un chapiteau des sirènes aussi, qui est toujours en place, en remploi, au cœur de la salle capitulaire. Donc voilà, on continue comme cela. Et donc pour la lisibilité, ça c'est très pratique de montrer à nos touristes, vous connaissez l'armorial
de Guillaume Revel, on va dire dans les années 1440-1450, très intéressant, puisque là on a un édifice complet avant la série des tremblements de terre, donc un édifice roman, vous le voyez, alors qui est crénelé, qui est fortifié, hein, qui a été fortifié pas au XIIe, mais vraisemblablement 13e, 14e, en tout cas évidemment avant les dessinateurs du Revel. On a l'ensemble des bâtiments monastiques. On voit au centre la cour du cloître, mais on a du mal à distinguer les galeries. Et puis surtout ce magnifique, je le disais, clocher octogonal qui a totalement disparu au niveau de la croisée du transept. Et l'abbé, je ne l'ai pas dit, l'abbé reconstructeur, hein, c'est Raymond de Marcenat. On a retrouvé, il a blasonné plus de 30 fois dans l'édifice. Et puis, cet abbé nous donne le terminus antequem des reconstructions, puisque lui, il commence il arrive en 1400, il était à Moissat avant, hein, il était en 1458, 1459. On sait que le chantier est terminé en 1465, grâce aux vitraux de Bourges, de l'atelier de Bourges, qui ressemble d'ailleurs, vous le savez, aux vitraux de la Sainte-Chapelle d'Orion. Donc, on peut montrer, mais c'est pas très compréhensible puisqu'il ne reste pas tout ça. Et donc, j'ai un collègue qui s'appelle Vincent Ouslati, qui est conseiller municipal délégué à la communication et designer de métier, ça tombe bien. Et donc, il commence à se passionner par l'histoire et il reconstitue entre le Revel, ce qui nous reste en élévation, les éléments lapidaires, ce qu'on a retrouvé, les éléments de fêtage, les modillons à copeaux, etc. Et donc, ça permet... Alors là, c'est pas le clocher de Mozart, il a dû transposer, je ne sais pas lequel c'est peut-être celui de Saint-Saturnin, j'en sais rien. Voilà. Donc ça nous donne une idée. Et alors là, on est en Serbie, hein, je ne sais plus quel site, peut-être que vous le connaissez, moi je ne parle pas le serbe, il y a peut-être des spécialistes ici, mais c'est Antoine Lavastre, il était là hier, c'est ça, voilà, qui est le directeur du pays d'art et d'histoire de Rion, Limagne et Volcan. C'est notre communauté d'agglomération, là, autour de Rion, Volvic, Châtel-Guyon, Moza. Et puis il m'a dit, parce qu'il voyait le travail de Vincent sur ses modélisations 3D, il a même fait l'intérieur, Vincent, hein, il replace les chapiteaux, tout ça, il en a pour, j'allais dire pour des siècles, hein, mais il en a au moins pour des années. Et il me disait, on va faire des bornes interactives, et on va le mettre en ligne. Bon, très bien, mais... on est plusieurs à être enseignants ici, devant nos élèves, toujours sur le téléphone, sur la tablette. Ils se déplacent comme ça dans l'église. Moi, j'aime bien qu'on ait quelque chose de concret, du physique, un livre, de l'explication. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas un matériau noble, hein, de l'acier, vitré, etc., pour reconstituer, et puis qu'on ait un véritable dessin. Et donc, il est parti de cet exemple. Et si on le tentait à Moza, et si ça fonctionne, et bien ensuite, on pourra le déployer sur l'ensemble du territoire de Rion, Limagne et Volcan. Et donc Vincent a proposé voilà, cette première vue d'anamorphose. Hein, vous savez, en gros, c'est de la 2D qui va se transformer en 3D, hein, pour simplifier. Donc vous avez un panneau, hein, comme celui-ci. Il faut faire à peu près 1,70 m. Alors, parce que le calcul pour les gens qui sont plus petits et pour les gens qui sont plus grands, c'est compliqué parce qu'il faut savoir exactement où on se met pour la question de la perspective. Parce que sinon, ça déforme tout. Donc ça, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Et donc ici, il a reconstitué, vous voyez le sommet de la tour Porche, maintenant c'est un clocher qui a le blason de Raymond de Marcenat. Donc c'est un clocher qui a été refait au XVe siècle. Il n'y a pas de problème, on a découvert des chapiteaux romans à l'intérieur, en remploi, donc on sait qu'il est bien du XVe. Mais il a imaginé de reconstituer les créneaux, puisque c'était la tour Porche même de surveillance. Et puis, vous voyez, avec le massif Barlon, hein, complètement à l'est, avec le clocher à double étage, le portail de l'ancien Porche, c'est tout à fait sympathique. Sauf que ce panneau, donc, qui se trouve au nord-ouest, c'est ça, eh bien, il était en plein milieu, oui, nord-ouest, il se trouvait en plein milieu du parc de l'abbaye, et le parc de l'abbaye, il est ouvert jour et nuit. Il y a des maires dans l'assistance, vous savez ce que c'est, la primo-délinquance. Donc le panneau d'anamorphose, il n'aurait pas duré. Donc j'ai proposé, c'est quand même de l'argent public, hein, qu'on fasse le panneau dans un endroit beaucoup plus sécurisé, c'est-à-dire dans la cour du cloître. Je dis cour du cloître puisqu'on n'a plus de galerie. Donc précisément ici, nous aussi on a fait des vues de drone. Vous voyez la croix rouge, pas fait exprès, qui se trouve contre l'ancien cellier. D'ailleurs, c'est très intéressant pour voir les ruptures de chantier, puisqu'on a une aile
On a une aile ouest qui est complètement décalée. Hein. Notre cloître n'était pas parfaitement carré. Mais si on se met ici, voilà, à l'intérieur de la cour du cloître, eh bien, il faut imaginer que tout au fond, là, au-dessus du bras de transept sud contre le presbytère, au-dessus du fameux tympan de la Vierge à l'hommage, etc., et des apôtres, eh bien, Vincent a reproduit ce qu'on appelle une vue filaire. Donc, il s'est basé sur ce qu'on savait, avec des dimensions assez précises par rapport à l'écartement du mur bahut, parce qu'il y avait eu quelques fouilles. Il me reste 4 minutes, j'ai le temps. Quelques fouilles archéologiques. Donc, on s'est dit, on va se mettre là, parce que pour entrer dans la cour du cloître, il faut forcément passer par l'église. Donc, c'est assez protégé. Et donc, voilà, quand on superpose les deux vues. Alors vous voyez qu'il y a tout de suite un problème parce qu'il fallait calculer pour un panneau plutôt vertical qu'horizontal pour avoir l'ensemble du clocher. Et ça aussi, c'est compliqué sans avoir de distorsion géométrique. Alors voilà les calculs de Vincent. Hein. Alors les tout petits bonhommes là, complètement à gauche, voilà, c'est l'être humain qui est en train de regarder dans son panneau. Et puis voilà la vision, comment on peut appeler le point de fuite en fait, hein, qui part en triangle. Et donc il l'a évalué. Donc voilà, si on se place comme ceci par rapport à 40 mètres ou 30 mètres, vous voyez la différence. Et ça peut avoir un certain impact sur cette vue schématique. Et donc, ils ont fait des essais, c'est des calculs, c'est de la géométrie. Ils se sont placés par rapport à ma photo, par rapport à mon emplacement. Et donc, ils ont vu que ça fonctionnait plutôt pas mal. Et puis après, il faut faire une reproduction, une gravure sur du verre ou sur du plexiglas. Et ça tombe bien, puisque à Rion, Limagne et Volcan, il y a monsieur Jacques Valu qui s'occupe du Fab Lab à Volvic. C'est-à-dire qu'il est capable, voilà, ils font ça, d'imprimer sur le plexiglas. Alors on s'est posé la question, est-ce qu'on ne va pas le faire en couleur? Il y a les problèmes de lisibilité. Parce que c'est facile quand... je reviens là sur le donjon en Serbie, il est ruiné, mais Mozas, ça a été reconstruit. Donc ce qui veut dire qu'il faut superposer des vues anciennes sur quelque chose qui existe quand même déjà. Voilà. Donc voici les essais avec, là c'était, tiens, il y a Antoine Estienne d'ailleurs, un copain volvicois qui est venu, il est toujours là lui, et donc 1m70, hein, c'est à peu près moi, je fais 1m78. Donc qu'est-ce qu'on fait pour les petits, pour les enfants, les rehausser? Est-ce qu'on va mettre une chaise? On s'est posé ces questions-là, et puis on est quand même sur un site qui est classé, sur un site forcément archéologique. Et donc, il a fallu discuter avec le SRA, avec M. Gibia, avec M. Delubac, qui ont donné leur autorisation, et je les en remercie, pour que ça ne soit pas quelque chose d'invasif, qu'on puisse le démonter. Et donc, on a prouvé qu'on n'était pas sur la couche archéologique, puisqu'on était sur du 30-40 cm, et que de toute façon, la cour du cloître, enfin ce qu'il en reste, puisque je le répète, il n'y a plus les galeries, tout avait été déjà fouillé, défoncé, puisqu'il y avait un ancien mur de séparation, puisqu'avant 2007, toute l'abbaye, sauf l'église et le bâtiment du presbytère et une partie du musée lapidaire, tout le reste, le bâtiment monastique sud, était à des privés, avait été vendu à la Révolution au titre des biens nationaux. Et donc en décembre 2007, on a tout racheté, y compris le parc. Donc c'est formidable. Maintenant, comme on est chez nous, on fait un peu ce qu'on veut. Et donc, vous voyez peut-être, à droite, il y a encore la trace de l'ancien mur qui a été tombé donc en 2008, hein, l'année suivant l'acquisition du domaine de l'abbaye. Donc voilà le travail, hein, formidable. Et voilà ce que ça donnera une fois que le panneau sera posé. Donc on pourra le déplacer et j'espère qu'on en fera d'autres. On continue le travail de modélisation, donc ça c'est complémentaire, c'est-à-dire d'avoir une abbatiale et plus largement une abbaye et une crypte qu'on puisse visiter sur un site internet. Mais en tout cas, c'est un formidable complément pour la médiation auprès du jeune public, auprès de l'ensemble des curieux, même auprès des scientifiques, puisque ça paraît tout bête, mais moi je n'y connais strictement rien, je suis nul en géométrie, en mathématiques, voilà, moi je suis historien pur et dur si j'ose dire, mais on commence à s'intéresser, on a des débats, on apprend beaucoup. Forcément, Vincent, dans son travail, il y a des erreurs, donc on a formé, je mets des guillemets, un petit comité scientifique pour
toujours regarder, juger, critiquer, et il refait, et il nous pose la question, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, etc. Et donc on avance comme ça. Donc je ne dis pas qu'il y aura une dizaine de panneaux d'anamorphose, ça n'aurait pas de sens, mais au moins sur les points les plus importants, parce que là quand même ça permet de reconstituer, de retrouver notre ancien clocher octogonal qui était 2 fois plus haut que celui actuel. Je vous remercie.